Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à la conférence d'aujourd'hui, une conférence en ligne qui s'inscrit dans un cycle intitulé «L'homme et son environnement, une histoire d'adaptation, point d'interrogation». Aujourd'hui, 2 degrés, les sociétés face au changement climatique. Un titre qui n'est évidemment pas sans rapport avec le titre du livre de l'intervenant que nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui, le professeur et membre de l'Académie royale de Belgique, monsieur Edwin Zakaï, également auteur donc du livre 2 degrés, les sociétés face au changement climatique, publié aux éditions Presse de Sciences Po. La conférence vous est proposée par l'Académie royale de Belgique en partenariat avec la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris. Au menu des réjouissances, le mot d'introduction revient à monsieur Marc Clairbois, délégué général Wallonie-Bruxelles à Paris. Il esquissera le contexte de la conférence ainsi que le partenariat avec l'Académie royale de Belgique. Monsieur Didier Vivier, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, vous présentera rapidement le cycle de conférences «L'homme et son environnement» avant de vous présenter le conférencier du jour. Enfin, monsieur Edwin Zakaï aura alors tout à loisir de prendre les commandes pour les 45 minutes de son intervention. Un moment d'échange sous forme de questions-réponses est prévu à l'issue de la présentation de monsieur Zakaï et à ce sujet, vous trouverez en bas un petit icône intitulé Q&R pour questions-réponses et c'est à cet endroit-là que nous vous invitons à partager toutes vos questions tout au long de la conférence. Une dernière chose, avant de céder la parole à monsieur Clairbois, la conférence est enregistrée et elle sera disponible très prochainement en ligne sur la chaîne YouTube de la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris, ainsi que sur le site Académie TV. Je vais vous partager les liens utiles dans l'espace de discussion. N'oubliez pas d'indiquer toutes vos questions dans l'espace Q&R. Excellente conférence à vous et à tout à l'heure. Merci, Madame Six. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous m'entendez bien. Bonsoir à vous qui êtes avec nous ce soir en direct et bonsoir à celles et ceux qui nous suivront en différé sur notre chaîne YouTube. Vous connaissez la célèbre expression du naturaliste anglais Charles Darwin, s'adapter ou disparaître. Eh bien, nous avons décidé de nous adapter aux conditions sanitaires que nous connaissons encore actuellement et de poursuivre la présentation de nos conférences en mode virtuel, en espérant, bien entendu, l'arrivée prochaine de jours meilleurs où nous pourrons de nouveau vous accueillir présentiellement dans la salle de la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris. Celles et ceux qui participent régulièrement à nos événements savent que cela fait quelques années maintenant que notre délégation générale et l'Académie royale de Belgique développent un partenariat qui se traduit notamment par l'organisation de conférences. Je tiens d'ailleurs ici à remercier le secrétaire perpétuel de l'Académie royale, M. Didier Vivier, qui est avec nous ce soir. Ces conférences nous permettent d'accueillir des membres de l'Académie qui viennent partager avec nous un autre regard, je dirais, sur des enjeux majeurs de notre temps. Un regard que l'on pourrait qualifier d'humaniste, car en effet, ces conférenciers soulignent très souvent que dans ces défis scientifiques et technologiques qu'ils abordent et auxquels nous sommes confrontés, il est important de rappeler que l'homme doit rester au cœur de ces enjeux. Notre précédent cycle de conférences portait sur l'intelligence artificielle et l'humain. Celui que nous abordons, et Madame Six l'a rappelé, concerne l'homme et son environnement. Alors, nul n'est besoin de souligner que l'environnement est un défi planétaire. La lutte contre le réchauffement climatique constitue un enjeu majeur, tant au niveau mondial qu'au niveau européen, et donc également dans nos pays, en France et en Belgique. Dans l'actualité politique en France ces jours-ci, il ne vous a peut-être pas échappé que les députés sont en train de débattre à l'Assemblée nationale ces jours-ci, donc en vue de traduire dans un projet de loi une série de mesures proposées par la Convention citoyenne pour le climat, une plateforme citoyenne mise en place par le président Emmanuel Macron.
Au niveau belge, la Wallonie, que je représente à Paris, s'est engagée à apporter une réponse crédible et durable aux enjeux climatiques et environnementaux actuels et à venir. C'est dans cette perspective que les gouvernements belges francophones se sont engagés à déployer une politique diplomatique et environnementale axée sur le respect de l'accord de Paris sur le climat, en contribuant ainsi à atteindre des objectifs climatiques ambitieux. C'est dans ce contexte que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le professeur Edwin Zakai pour sa conférence intitulée 2 degrés des sociétés face au changement climatique. Je voudrais le remercier tout d'abord d'avoir accepté notre invitation de venir nous présenter son analyse quant à l'engagement pris par les gouvernements lors de cette conférence sur les changements climatiques en 2015 à Paris. Je voudrais aussi le remercier d'avoir fait preuve de flexibilité en acceptant que la présentation de sa conférence ait lieu en mode virtuel. Voilà, je vais laisser le soin au secrétaire perpétuel de l'Académie royale, M. Didier Vivier, de vous présenter plus dans les détails le cycle de conférences, mais aussi notre conférencier de ce soir, M. Zakai. Je terminerai donc, mesdames et messieurs, ma brève introduction en vous souhaitant une très agréable soirée et je cède bien volontiers la parole à M. Didier Vivier. C'est à toi, Didier. Merci. Merci, monsieur le délégué général. Merci, mon cher Marc. Mesdames, Messieurs, chers confrères, chères consoeurs, chers collègues, chers amis, j'ai jeté un petit coup d'œil sur les spectateurs de ce Zoom et je vois que de Bruxelles à Paris, en passant par Genève, et je ne peux ici pas omettre de saluer tout particulièrement la prédécesseure de Marc Clairbois, Fabienne Reuter, qui nous suit depuis Genève et avec laquelle l'Académie a initié ces cycles de conférences. À toutes et à tous, bonjour et je suis très heureux de vous retrouver. Comme le disait Marc Clairbois, nous nous adaptons et je pense qu'on ne pouvait pas choisir un meilleur titre, même si c'était in tempore non suspecto, on ne pouvait pas choisir un meilleur titre à ce cycle de conférences qui a un peu tardé à venir parce que la Covid-19 nous a quelque peu ralenti, mais l'Académie royale de Belgique, comme la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris, s'adapte, poursuit sa mission avec d'autres outils et ceci présente un certain nombre d'avantages, oui d'accord, des désavantages, surtout sociaux, humains, mais l'avantage de pouvoir communiquer beaucoup plus largement. Et je ne peux que vous inciter à consulter sur le site de l'Académie et du Collège Belgique plus particulièrement le programme de la multitude de conférences, de cycles que nous continuons à organiser sur la plateforme Zoom et que vous pouvez dès lors suivre même si vous n'êtes pas proche de la rue Ducal à 1000 Bruxelles et du Palais des Académies. Donc, comme l'a rappelé Marc Clairbois, nous avions dans un premier cycle centré notre attention sur l'humain et même au-delà, même le transhumain et ce que les techniques pouvaient nous apporter pour essayer de cerner la définition de l'humain à travers ses dépassements. Il nous est apparu que dans une deuxième étape, une saison 2, nous pouvions aborder l'environnement et la question de l'adaptation. Alors nous l'avions prévu, je ne vous le cache pas, dans une progression savamment orchestrée que la Covid-19 a fait voler en éclats. Nous commencions par l'histoire et nous terminions par l'espace. Nous allons mélanger les choses, mais voilà, c'est comme Star Wars, vous reconstituerez l'évolution en dépit de la chronologie des épisodes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à Edwin Zakai, nous aborderons la question du changement climatique. Et puis, le 5 mai, et c'est déjà fixé, et ce sera sur Zoom, Véronique Dehan, membre de l'Académie, membre de la classe des sciences,
et qui travaille à l'Observatoire de Belgique, présentera une conférence sur l'habitabilité de Mars et d'ailleurs. Et évidemment, nous sommes là dans une actualité extraordinaire. C'est l'environnement futur, je dirais, de l'homme. Et puis, nous l'espérons en présentiel, comme on dit aujourd'hui, à nouveau dans le très beau bâtiment de la délégation, deux conférences. L'une qui s'adresse à la robotisation de l'environnement humain par Dominique Lambert, membre de la classe des sciences également et professeur à l'université de Namur. Et puis, ce qui aurait dû être l'introduction normale, mais à titre personnel, je ne suis pas du tout opposé à ce que la conclusion soit laissée à un historien. Ce sera Alain Dirkens qui nous parlera des moines et de la nature sauvage dans les Ardennes au Moyen Âge. Voilà un environnement. Nous passerons des robots aux moines, ce qui ne manquera pas de nous surprendre. Donc, je crois qu'il y a là beaucoup de choses très intéressantes et j'espère que vous pourrez suivre tout cela. Alors, très rapidement, je voudrais tout d'abord, bien sûr, remercier Marc Lerbois, toute l'équipe aussi de la délégation générale qui, sans compter, se mettent à la disposition de ce cycle et permettent que nous organisions ceci. Je voudrais associer également à ces remerciements l'équipe du Collège Belgique et de l'Académie royale de Belgique et notamment Isabelle Algrin qui s'occupe plus particulièrement de nos relations à l'international, mais aussi Louis Morès et bien sûr l'administrateur délégué, le professeur Jean Leclerc, membre de l'Académie, de la classe des lettres et sciences morales et politiques. Et puis, remercier bien évidemment mon confrère Edwin Zakai qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. Edwin est membre de la classe technologie et société. Edwin a un parcours qui me fascine, je ne peux pas vous le cacher. Edwin est un ingénieur civil en physique. Ceux qui ont pratiqué les études d'ingénieur savent que voilà, il y a différents ingénieurs. Mais alors, il y a les ingénieurs physiques. Ça, c'est vraiment le summum. Il a donc fait ses études d'ingénieur et puis, à peu près 10 ans, un peu plus de 10 ans plus tard, il décroche un autre diplôme que d'aucuns pourraient croire tout à fait aux antipodes de l'ingénierie. Il décroche un diplôme de maîtrise. On dirait aujourd'hui, enfin, on dit aujourd'hui maîtrise, on disait avant la licence, mais ça n'a rien à voir avec la licence en France. Donc, je préfère préciser une maîtrise en philosophie. Et à nouveau, une dizaine d'années plus tard, il soutient une thèse de doctorat en sciences de l'environnement. Et vous comprenez, rien qu'avec cela, la pluralité, la multidisciplinarité en une seule personne. Et j'aurais tendance à dire que d'une certaine manière, Edwin Zakai représente, figure l'Académie royale de Belgique. C'est une de nos options, c'est de rassembler les angles d'approche. Et il y a dans ce parcours de formation, comme c'est souvent le cas, quelque chose de formateur dans les centres d'intérêt et dans la méthodologie d'Edwin Zakai. Je vais y revenir dans un instant. Alors, il aura une carrière professorale, il sera professeur ordinaire à l'Université libre de Bruxelles. Il vient d'accéder, il n'en donne pas l'impression, mais je dois bien vous le confesser, qu'il a accédé à l'éméritat il y a très peu. Il a dirigé le Centre d'études du développement durable de l'Institut de gestion de l'environnement et d'aménagement du territoire, l'IGEAT, le sigle est devenu très très connu. C'est aussi quelqu'un qui a enseigné à l'étranger, notamment à Sciences Po Paris. Et vous l'aurez compris, ces recherches, d'ailleurs souvent collectives, c'est aussi, je pense, un des traits
de la méthodologie et aussi du caractère, je crois, d'Elvin Zakai. Des recherches collectives, je pense notamment à un livre sur le principe de précaution qu'il a écrit avec notre confrère Jean-Noël Missa et qui a paru en 2000. Ces recherches portent sur les interactions entre l'environnement physique, je dirais, et socio-politique. C'est un spécialiste, bien sûr, du développement durable, auquel il a consacré de très nombreuses publications, de très nombreux ouvrages, en français, en anglais. Je pense notamment à son livre paru chez Peter Lang en 2002, qui était en fait sa thèse de doctorat, intitulée Le développement durable, dynamique et constitution d'un projet. C'est une synthèse, je dirais, de l'histoire et des différents acteurs, et ceci est un point, me semble-t-il, important, du développement durable. Et puis, une dizaine d'années plus tard, en 2011, aux Presses universitaires de France, il publie une espèce de rapport, peut-être en demi-teinte. Bon, il pourrait nous dire, il n'est peut-être pas tout à fait d'accord avec mon qualificatif, mais enfin, un rapport assez nuancé sur un bilan, 25 ans de développement durable et après. Et après c'est, je dirais, 2019. Et ceci nous amène à la conférence de ce jour, parce qu'en 2019, aux éditions Sciences Po Paris, il publie un livre dont je ne peux que vous recommander très chaleureusement la lecture, très agréable et surtout très instructive, 2 degrés, les sociétés face au changement climatique. Et il va vous en parler, donc ce n'est pas à moi de le faire, bien évidemment, mais à nouveau, la formation très large, très ouverte d'Edwin Zakai lui permet d'aborder cette question par différents biais, par la dépendance que nous avons vis-à-vis, enfin au plan technique, mais au plan économique et au plan culturel. C'est-à-dire que l'idée d'aborder ce changement climatique uniquement par un biais utilitariste, par exemple, n'est pas l'option retenue par Edwin Zakai. Il ouvre les choses. Et je crois que en cette période où la perception du temps change. On a traversé une période très longue dans l'histoire où le temps était un destin. Ce temps perçu comme un destin est devenu un temps où le progrès était essentiel. Et puis, beaucoup plus récemment, ce que le philosophe Pascal Chabot intitulait très récemment l'hypertemps, c'est-à-dire le présentisme, est intervenu. Et maintenant, nous sommes dans la catégorie du délai, c'est-à-dire que le temps nous est compté. C'est une notion très, très nouvelle finalement dans l'humanité, très nouvelle ou comme souvent très ancienne, parce que le temps nous était compté déjà chez Saint Augustin quand on nous parlait de l'Apocalypse et évidemment du jugement dernier. Nous sommes donc un petit peu dans une réflexion sur une perception nouvelle du temps, 2 degrés, mais 2 degrés, c'est peut-être aussi une mesure de temps qu'il nous reste. Et la question est de savoir comment se sauver. Alors, Edwin Zakai, je vous l'ai dit, non seulement conçoit la recherche collectivement, mais il propose des solutions dans le collectif, très clairement. Mais il sait aussi que en philosophe, que les comportements sont individuels. Donc, le challenge, c'est comment on va développer une responsabilité individuelle au profit d'un collectif. Je pense que c'était une manière, j'espère, précise, et j'espère qu'il ne m'en voudra pas trop pour les erreurs que j'aurais commises en le présentant, de vous introduire notre conférencier de ce jour, Edwin Zakai, membre de la classe Technologie et Société de l'Académie royale de Belgique, que je remercie vivement de sa présentation et que je me réjouis une fois de plus d'écouter. Excellente conférence.
Micro, voilà. Merci infiniment Didier pour cette magnifique introduction. Tu as mis les enchères extrêmement haut. Je vais essayer de suivre un petit peu, sachant en plus que ce sujet est très très difficile. Je voudrais aussi saluer les collègues et amis que j'ai cru entrevoir parmi les participants. Bien sûr, j'aurais bien aimé les voir en vrai, mais il y en a dans d'autres pays et donc, comme on l'a dit, c'est aussi l'avantage de cette formule. Alors, sans plus attendre, je vais entamer en prenant ce terme d'adaptation, l'adaptation qui a plusieurs acceptions. On utilise ça en biologie, on le sait bien, en anthropologie également. Et il faut voir que l'adaptation, c'est pas seulement une espèce qui s'adapte, mais l'espèce va pouvoir modifier également son environnement. Et l'espèce humaine a particulièrement fortement modifié son environnement au point qu'on appelle l'époque géologique actuelle l'Anthropocène, vous le savez sans doute, hein, du nom du terme anthropos, parce que il y a des modifications tellement fortes qu'on pourrait penser que l'humain est le facteur principal de cette nouvelle époque géologique. Ceci dit, bon, c'est un petit clin d'œil, mais l'humain n'est pas la première espèce vivante à modifier profondément la planète Terre. L'oxygène a été produit par des cyanobactéries il y a plus de 2,5 milliards d'années. Alors revenons à l'humain. Il a survécu à plusieurs époques glaciaires, puisqu'on parlera du changement climatique. La dernière s'est terminée il y a 12 000 ans, avec une remontée de 120 mètres de la mer en plusieurs milliers d'années. Et on pense même aujourd'hui que la hausse du niveau de la mer du côté de la mer Noire aurait été peut-être à l'origine de premiers mythes autour de la notion de déluge, qui après aurait été repris dans la Bible. Bon, ce sont des théories. Mais ça, c'est pour l'humain. Alors, l'humain a été, je dirais, vraiment un énorme danger, quelque chose de très, très redoutable pour les autres espèces, aussi bien par l'expansion de sa population et surtout par l'expansion de ses techniques, hein, on va le voir. Alors, la grande faune sauvage en a souffert au début, vous le savez sans doute, hein, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, mais ces dernières décennies, en 40 ans par exemple, hein, beaucoup de personnes qui sont là derrière leur écran étaient déjà sur cette terre, eh bien, en 40 ans, l'effectif des populations de vertébrés sauvages a décliné de 60%. Donc, c'est quelque chose de considérable. Et au fond, l'adaptation de l'humain se fait beaucoup par une artificialisation multiple. Une des façons d'artificialiser le monde, en fait, c'est de contrôler la vie sauvage. Et aujourd'hui, l'élevage s'est très, très, très fort développé. La masse des mammifères sauvages comparée à la masse des animaux d'élevage est de 7 comparée à 100. Hein. Donc, c'est vraiment l'élevage qui domine. Ou alors les poulets ou la volaille forment aujourd'hui 70% des oiseaux vivants. C'est pour dire que la biodiversité souffre et on parle d'une 6e extinction qui est en cours parce que les espèces peuvent modifier leur environnement, mais souvent moins que l'homme, et elles doivent muter, mais il faut du temps, s'adapter, migrer ou mourir. Les causes actuelles de cette 6e extinction sont pas tellement le climat aujourd'hui, c'est surtout l'artificialisation en fait des territoires par l'agriculture. C'est également les pollutions, aussi les espèces invasives. Mais le climat va devenir la principale source de perte de biodiversité. Et on observe d'ailleurs déjà des migrations de poissons dans l'océan Atlantique, des migrations importantes. Hein. Comme je dis toujours, les poissons ne lisent pas les rapports du GIEC. Donc c'est qu'il y a quelque chose quand même qui se passe. Il y a aussi des migrations d'arbres. Il y a une modification des milieux, par exemple, pour les récifs coralliens, qui sont vraiment très, très fort touchés par des hausses même minimes de la température de l'océan. C'est très triste à dire, aussi bien pour la beauté de ces lieux que pour la richesse en termes de poissons et de plantes. Il y a des incendies de forêt, comme vous le savez, qui peuvent être favorisés par le climat, ce qui veut dire que cette idée de l'ours blanc, hein, qu'on a vraiment beaucoup vu, qui est associée au climat, n'est vraiment que, pour faire un mauvais jeu de mots, la partie émergée de l'iceberg. Il y a énormément d'espèces qui sont touchées
et qui seront touchés par le changement climatique. Celui-ci et cette perte de biodiversité a également des effets économiques sur nos sociétés et donc on a un développement qui n'est justement pas durable. Nous avons publié d'ailleurs à l'Académie un petit livre avec 2 collègues qui s'appelle « Le développement non durable » et qui est un constat sur ces évolutions-là. Et donc, d'une certaine façon, ce développement est inadapté. Alors, venons-en au changement climatique. Le changement climatique est la principale menace pour le futur. Je vais être obligé de vous donner quelques éléments qui on ne peut pas dire autrement, qui sont très inquiétants en fait, on va le voir, même si en effet il faut absolument essayer de trouver des voies d'action en adaptation, mais surtout en réduction de ces menaces. Mais donc ce changement climatique anthropique, c'est-à-dire d'origine humaine, a renforcé un effet de serre qui existe, qui est là figuré par un petit schéma, qui existe et qui est quelque chose qui protège en fait la Terre à travers l'atmosphère, qui stabilise sa température. Cet effet de serre naturel a été renforcé par des émissions de gaz à effet de serre, principalement venant des énergies fossiles, 40 milliards de tonnes par an. Il y a également d'autres sources qui sont le méthane, qui vient de l'énergie aussi, ou de l'agriculture, qui sont les feux de forêt, qui sont d'autres gaz chimiques. Mais je vais parler principalement de la combustion des énergies fossiles, ça reste le principal problème structurant de ce problème du changement climatique. La température terrestre a augmenté de plus de 1 degré depuis la période pré-industrielle et l'objectif prévu par l'accord de Paris, dont on reparlera un petit peu, est de ne pas dépasser une hausse de 1,5 degré à 2 degrés, d'où le titre de l'ouvrage que l'on a évoqué. Ce mécanisme du réchauffement anthropique est bien identifié depuis plus de 40 ans par les scientifiques. Donc, vous savez qu'il y a eu beaucoup de controverses autour de ces sujets. En réalité, tout ça est bien clair et bien identifié. Il y a beaucoup d'incertitudes sur les effets, sur toutes sortes de prévisions, ça c'est bien évident, mais l'effet de base, il n'y a pas de doute à ce sujet. Alors, les impacts, je vais les diviser en 2 périodes de temps, parce que je pense que cette division est utile. Une période de 20-30 ans, qui est la période, au fond, où souvent nous anticipons des choix, des décisions, et puis une période qui dépasserait alors le milieu du siècle jusqu'à la fin du siècle. Bon, les impacts qui sont subis sont toujours en combinaison avec d'autres causes. Nous ne sommes pas des animaux simplement. Regardez le Covid, par exemple, la façon dont il nous touche est également est très fortement liée à la façon dont les sociétés réagissent à cette menace. Eh bien, c'est un peu la même chose pour le changement climatique, mutatis mutandis, d'où l'intérêt d'avoir une adaptation correcte par rapport à ces impacts. Les impacts, eh bien, vous voyez des points blancs ici sur cette carte. Ce sont des zones où les systèmes agricoles en fait, sont perturbés. Il faut savoir que c'est aujourd'hui les agriculteurs, je dirais, les plus pauvres dans le monde qui sont les plus touchés par les changements climatiques à travers des modifications de saison, des sécheresses, des inondations. Il y en a beaucoup dans le monde. Alors, il y a d'autres phénomènes, bon, vous connaissez, il y a des zones qui vont devenir plus sèches. Regardez ici en Californie, c'est là où il y a les moins, la Méditerranée, où il y a des prévisions aussi assez fortes qui montrent des changements forts. Une hausse de l'activité cyclonique, une action sur les coraux, j'en ai parlé, la fonte de certains glaciers avec des problèmes sur l'approvisionnement en eau, par exemple en Amérique du Sud ou ailleurs, et puis une hausse du niveau des mers et qui est tout le temps revue justement à la hausse par les prévisions des scientifiques. Aujourd'hui, on table sur peut-être 1 mètre à la fin du siècle, mais avec beaucoup d'incertitudes. Alors après 2040-2050, là,
on entre dans des choses qui sont redoutables et on peut comprendre, je dirais, le genre d'attitude de quelqu'un comme Greta Thunberg ou d'autres personnes jeunes qui seront en plein dans leur accomplissement de vie à ces époques-là. Puisque si on augmentait jusque vers 4 degrés, eh bien, on aurait des vagues de chaleur très fortes, des rationnements en eau, des régions exposées aux ouragans, aux tornades, pardon, des famines, des migrations, enfin des choses vraiment impressionnantes pour 4 degrés. De larges zones deviendraient peu vivables du fait d'une combinaison de haute température et d'humidité dans l'air, du moins à certaines périodes de l'année. C'est quelque chose, une menace qui a monté dans les travaux scientifiques ces dernières années. C'est cette idée de zone qui deviendrait quasiment invivable à certains moments de l'année du fait de haute température. Par exemple, même en France, dans l'est de la France, il y a des prévisions qui montent à 50-55 degrés à certains moments vers la fin du siècle. Et James Hansen, qui est un chercheur qui a beaucoup fait par rapport à ces questions-là, a formulé ça d'une petite phrase: entre 2 et 4 degrés, la différence est la civilisation. D'autant que des emballements, comme si tout ça n'était pas suffisant, sont possibles dans la mesure où, quand on monte au-dessus d'un certain seuil, on peut avoir des émissions de CO2 renforcées, par exemple par les incendies de forêt ou la fonte du pergélisol, qui renforcent elles-mêmes les températures. Donc, vous voyez, un problème vraiment, vraiment très préoccupant. Alors, par rapport à ça, nous avons l'accord de Paris, et pas les accords de Paris comme souvent on l'entend. C'est bien un texte qui a été voté, enfin agréé, disons, en 2015, et qui a pour objectif de maintenir la température nettement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel, en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 degré. Donc ça, c'est les termes de l'accord de Paris. 195 pays ont signé cet accord avec des engagements pour réduire leurs émissions à travers des textes qu'on nomme des contributions nationales déterminées, ou autrement dit des CDN, puisque l'accord de Paris ne va pas diviser l'effort entre pays. C'est ce qui avait été tenté précédemment, par exemple à la conférence de Copenhague ou avant, mais ça avait échoué. Donc maintenant, on travaille bottom-up, si je puis utiliser un terme anglais. Chaque pays doit aller aussi loin que possible. On met ensemble le résultat auquel on arrive avec des prévisions qui sont étudiées par les scientifiques, et puis on adapte, on doit certainement adapter ces CDN pour les rendre plus ambitieuses, normalement tous les 5 ans. L'article 4, qui est aussi important, nous dit qu'il faut réduire les émissions anthropiques, ça c'est évident, mais attention, on a introduit dans l'accord de Paris l'idée qu'il y a aussi à tenir compte des puits de gaz à effet de serre, c'est-à-dire des moyens d'absorber ces émissions. On pense évidemment aux forêts, mais il n'y a pas que les forêts. Il peut y avoir des autres éléments végétaux ou des éléments artificiels, des façons artificielles de capter ce CO2 vers ce qu'on appelle aussi la neutralité carbone. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, les projections actuelles par rapport à ce qui est dans le pipeline avec ces CDN, vous avez ici les scénarios avec les CDN non conditionnels ou conditionnels. La différence, c'est que pour les CDN conditionnels, donc ces engagements des pays, il y a un financement qui est attendu par les pays en développement de la part des pays riches, et donc il y aurait plus d'efforts qui seraient faits. Mais donc vous voyez que dans les deux cas, et aussi dans les scénarios actuels, on est loin de ce qu'il faut pour descendre très rapidement vers les émissions qui sont compatibles avec 2 degrés ou 1,5 degré. En fait, il s'agit réellement d'une inflexion ici qui est importante et qui doit être prise, vous le voyez, dans les toutes prochaines années. Donc, je sais qu'on l'a dit souvent en matière de climat, mais on est encore une fois à un tournant et on va en voir quelques éléments. Donc, ces réductions seraient de l'ordre de plusieurs pourcents. Alors, c'est difficile de voir exactement combien de pourcents, mais on pourrait dire, si on veut aller vers 1,5 degré, on devrait peut-être être autour de moins 6% en 2020, en 2020, et puis après en 2021, en 2022, en 2023. Donc, c'est une diminution de plusieurs pourcents par an, sachant que par le passé, les émissions ont toujours augmenté, sauf 2 années où elles ont stagné, mais elles n'ont jamais vraiment, elles ont diminué
une ou deux fois lors de la crise de l'énergie, mais elles ont énormément augmenté en fait ces dernières décennies. Et donc, on n'est pas dans cette épure-là, sauf que avec le Covid, on a eu une diminution justement de moins 6%, mais à quel prix, hein? On va y revenir juste après. Bon, alors, l'objectif européen est un objectif que beaucoup de ceux qui observent ces questions-là il y a quelques années n'auraient pas imaginé. Moins 55% d'émissions nettes en 2030 par rapport à 1990, ça veut dire faire à 5 à 7 fois plus vite que les décennies passées en Europe. Donc voilà, c'est ce changement de braquet, ce changement de vitesse qui est nécessaire. Observez qu'il est mis émissions nettes, ça veut dire que c'est les émissions, mais compte tenu aussi d'une partie qui serait absorbée. Mais quand on regarde les plans, on voit que cette partie-là d'absorption est quand même assez mineure. C'est essentiellement les émissions nettes. Bon, alors ça veut dire que dans le monde, il y a le fait que des installations en place vont continuer à émettre, si on les laisse jusqu'à la fin de leur durée de vie, par exemple des centrales à charbon, qui ont une durée de vie voilà, de plusieurs décennies, si on les laisse jusqu'à la fin de leur durée de vie, eh bien, on va dépasser largement ce seuil. Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement avoir des nouvelles énergies propres, c'est déjà très bien, mais il faut également modifier ce qui est en place, ce qui pose évidemment des questions économiques importantes. Il faut donc des gros investissements nécessaires, il faut du savoir-faire à créer rapidement, des régulations, et cela malgré un certain nombre d'incertitudes, parce qu'on ne sait pas non plus exactement ce qu'il faut faire. Je vais montrer quelques éléments, mais néanmoins, il faut savoir que la voie va être aussi faite d'essais et d'erreurs, alors qu'il faut aller vite. Donc c'est un effort technique, économique, politique, éducationnel et formateur pour les professions, et aussi culturel, dans le sens où il y a des normes peut-être de ce qu'est une vie réussie qui pourraient changer autour de la hausse de consommation qui semble difficilement tenable. Certains disent que en fait, il faut s'habituer à accepter un univers plus contraint alors qu'on a toujours eu l'impression d'une ouverture. Mais ça, c'est à discuter. Toujours est-il que les changements culturels font partie aussi de l'épure. Alors, juste un petit graphique pour vous montrer ce qui s'est passé durant l'année 2020, cette année si particulière, en matière d'émissions, de baisse d'émissions à cause des confinements liés au Covid. Vous voyez que le transport terrestre en avril-mai, bon, il y a une baisse énorme, l'industrie ici, l'aviation hein, qui continue à être au sol, et puis une remontée et qui se confirme parce que ceci s'arrête en octobre, mais qui voilà, est maintenant en train de, on est au-dessus de cette ligne. Alors, il y aura peu d'effets sur le climat, en fait, hein, puisque c'est une seule année et qu'il y a une reprise par la suite. Par contre, il y a eu des effets sur la qualité de l'air qu'on a vraiment pu observer. Et il faut savoir que la pollution de l'air est une source importante de maladies et de mortalité. On évalue à 800 000 morts, les morts prématurées en Europe, dues à ces questions-là. Donc, voilà un petit zoom sur, sans jeu de mots par rapport au programme que nous utilisons, sur le Covid. Alors, l'adaptation et l'atténuation. J'aime bien cette formule qui est parfois utilisée, c'est que l'atténuation, c'est éviter l'ingérable. Atténuation, ça veut dire atténuer le changement climatique dans le sens de la réduction des émissions. En anglais, on dit mitigation, c'est traduit en français par atténuation. Éviter l'ingérable, éviter ce que je vous ai montré comme spectre un peu, enfin assez effrayant, des 4 degrés et autres. Il faut absolument aller dans ça, vers ça, mais aussi il faut gérer l'inévitable. C'est-à-dire qu'on a déjà des hausses de température, et elles vont se poursuivre. On a des changements de saison voilà, qui sont là. Et ça, c'est l'inévitable. Et l'adaptation, c'est en quelque sorte gérer l'inévitable. Alors, à ce stade de l'exposé, on peut se poser la question, je trouve, puisqu'on a parlé de la philosophie, eh bien, ce que j'aime bien aussi, c'est la philosophie appliquée. Et on peut juste poser une question. Ici, est-ce qu'on a eu déjà un problème semblable à celui qu'on a esquissé ici pour les sociétés humaines? C'est un problème qui fait intervenir la globalisation, les prévisions relativement précises sur le long terme, hein, et puis ça dépasse même le siècle. Hein, il y a des projections qui vont sur des millénaires même, hein, mais enfin même sur le siècle.
un changement volontariste qui doit être à la fois de grande ampleur et très rapide, et des innovations avec des chemins multiples. Vous voyez, il y a des problèmes, bien sûr, qui sont liés à la globalisation, évidemment, beaucoup, mais peu ont cette composante de prévision au niveau des lois physiques qui donnent ces projections-là, qui nous demandent de réagir. Et ce changement-là, il doit être à la fois de grande ampleur et très rapide. Donc, il y a des changements de grande ampleur, il y en a pas mal. Il y a des changements rapides, mais qui ne sont pas toujours contrôlés. Ici, c'est les sociétés qui doivent arriver à le faire et avec des voies d'innovation qui sont multiples parce qu'on n'a pas de voie toute tracée. Alors, l'adaptation, fatalement, elle continuera, mais la vraie question posée, c'est de favoriser en évitant l'ingérable et puis de respecter l'équité et la protection des plus vulnérables par rapport à ces impacts. Alors, dans le soir, aujourd'hui, j'ai lu une interview croisée de Frans Timmermans et John Kerry. John Kerry, l'émissaire chargé du climat du nouveau gouvernement Biden et qui était en fait le représentant des États-Unis à la conférence de Paris, et Frans Timmermans, le commissaire chargé du Green Deal, du pacte vert au niveau de la Commission européenne. Frans Timmermans, j'ai pris ces deux phrases parce qu'elles utilisent le mot révolution. Nous nous trouvons au cœur d'une révolution industrielle qui va totalement bouleverser notre monde au cours des 10 prochaines années. Donc, on voit bien qu'il a en tête cette inflexion que je vous ai montrée. C'est clair que c'est présent chez les décideurs. Et également, ici, John Kerry, la révolution climatique a lieu au sein de l'économie. Donc là, il est dans le a lieu, il est dans le présent. Et on voit dans la suite de l'interview, et c'est d'ailleurs conforme à ses déclarations lors de la conférence de Paris, qu'il attend énormément des entreprises et de la dynamique des industries pour aller vers cette révolution. Et j'en reparlerai un peu à la fin de l'exposé. Bon, donc l'Union européenne, c'est environ 10% des émissions, les États-Unis un peu moins de 15%, la Chine aujourd'hui 25%. Ça a beaucoup évolué ces dernières années. La Chine est passée avant les États-Unis il y a déjà une bonne dizaine d'années, et maintenant c'est plus que l'Union européenne et les États-Unis réunis. Et donc, dans l'interview, il est également question de la Chine, et c'est évident que ces trois blocs sont très importants dans une concertation pour fonder des bases de la hausse d'ambition qui est absolument nécessaire. Alors, cette révolution énergétique, bon, généralement on dit la transition énergétique, mais vous avez vu pourquoi ce terme pourrait être intéressant à utiliser. Eh bien, elle devrait se passer dans trois secteurs, si on le décompose, les bâtiments, les transports et l'industrie. Il y a d'autres secteurs également, l'agriculture et d'autres secteurs, mais je vais me limiter à cela en disant que ici, eh bien, il faut la diminution de la consommation d'énergie, c'est surtout ça, et puis un passage aux énergies renouvelables, éventuellement avec une part de nucléaire dans certains pays, à certaines périodes, c'est en débat, mais ce sont les grandes directions. Alors, ce changement peut aussi être rentable parce que les énergies renouvelables ont diminué de prix très fortement. Ça aussi, c'est quelque chose qui était une très bonne surprise, comme la hausse des objectifs. Si vous voulez, on n'avait pas anticipé quelque chose aussi rapide. Mais néanmoins, cette rentabilité est moins forte que dans d'autres investissements qui sont en concurrence ou des investissements spéculatifs, parce que, par exemple, pour l'isolation des bâtiments, qui est quelque chose en fait de très rentable, il faut avoir confiance dans le fait que la politique ne va pas changer. Il faut également avoir confiance dans la stabilité du prix de l'énergie ou sa hausse, on va y revenir, pour être sûr d'avoir un retour sur investissement qui soit intéressant. Et puis, d'autre part, l'efficacité énergétique, c'est-à-dire ce qu'on peut obtenir comme gain d'énergie sur des voitures, sur des produits, est souvent contrebalancé par le fait qu'il y a une multiplication de ces voitures, de ces produits, qu'on appelle l'effet rebond, et qui va gommer une bonne partie de cette efficacité. Par exemple, si on prend les technologies de l'information et de la communication, que nous utilisons aujourd'hui et qu'on utilisera sans doute de plus en plus, eh bien, elles ont fait des gains énergétiques par unité
qui sont énormes. C'est-à-dire que pour transmettre des données, on transmet beaucoup, beaucoup plus de données pour la même quantité d'énergie utilisée. Mais en même temps, ces TIC, ces technologies de l'information et de la communication, se multiplient si bien qu'on pourrait atteindre des émissions de gaz à effet de serre qui sont déjà importantes aujourd'hui, elles dépassent déjà celles de l'aviation dans le monde. Eh bien, on pourrait atteindre en 2025, selon certains scénarios, celles des véhicules automobiles dans le monde. Donc, hausse attention à la multiplication en fait de la consommation qui gomme une partie de ces gains d'efficacité. Et alors, il y a un autre problème qu'on a identifié déjà depuis longtemps et qui est un frein à ces politiques climatiques, c'est la perte de valeur des sociétés dans le secteur des énergies fossiles. En effet, une grande partie des réserves des énergies fossiles ne pourra pas être brûlée si on veut respecter ces limites de 1,5 degré, 2 degrés. L'Europe a très peu en fait de puits d'énergie fossile, donc ça lui permet aussi d'être, je veux dire, très volontariste par rapport à ce sujet, surtout qu'elle importe cette énergie. Mais vous avez des compagnies pétrolières privées et aussi des compagnies pétrolières publiques d'État qui sont assez dépendantes de ces montants-là. Et donc là, il y a un gros enjeu qui est bien connu d'ailleurs des négociateurs et qui freine. Et donc, il faut espérer de pouvoir avancer à ce domaine-là. Alors, je vous ai parlé un petit peu de l'absorption du carbone. Bon, c'est sûr que ça ouvre la porte à se dire, bon, c'est très difficile de réduire les émissions, peut-être qu'on va pouvoir les absorber. Mais je dois malheureusement doucher un petit peu l'enthousiasme qu'on pourrait ressentir, parce que quand on regarde la situation, c'est sûr qu'il y a un développement dans ce sens, et c'est sûr qu'il va y avoir un développement très important au niveau industriel de ce genre de solutions. Mais aujourd'hui, on n'a pas le sentiment qu'en tout cas avant 2050, on puisse avoir de larges parties qui seraient absorbées. Par exemple, pour ce qui est des forêts, elles continuent plutôt à être… La déforestation a plutôt tendance à augmenter. Et il y a également un problème lorsqu'on plante des arbres, parce qu'il y a aussi beaucoup d'arbres qui sont plantés, il y a un problème de compétition de surface. Il faut avoir des surfaces libres par rapport à l'agriculture. On a besoin d'avoir une agriculture qui augmente aussi, enfin une production alimentaire pour une population croissante. Donc il y a des limites par rapport à cela. Il y a un moyen de capter le CO2 par exemple dans les centrales à charbon, mais c'est quelque chose qui avance très, très lentement. On parle de ça depuis une dizaine d'années. Déjà, la conférence de Copenhague, par exemple, c'était un élément clé. C'est quelque chose qui n'a pas beaucoup avancé. Une des raisons, c'est le fait que ce n'est pas très rentable. Il y a aussi des problèmes techniques. Est-ce qu'on mettrait ce carbone sous la terre? Est-ce qu'on le mettrait sous l'océan? Probablement plutôt sous l'océan, c'est-à-dire plus loin de nous, pour éviter des risques. Mais ça veut dire, je vous ai parlé de 40 milliards de tonnes de CO2 émises par an pour les fossiles. Donc, si on ne prenait que peut-être, je ne sais pas, 5%, 10%, on a 5-10 milliards de tonnes qu'il faut déplacer. Donc, ça veut dire des infrastructures très, très, très importantes. Bon. Donc, encore une fois, je vous dis, ça va évoluer. On va pouvoir capter une partie de ce CO2, l'utiliser si ça devient rentable, et ça dépendra du prix du CO2, j'y reviendrai. Mais il ne faut pas espérer que c'est ça qui va nous permettre, en tout cas dans les prochaines décennies, d'y arriver. Alors, il y a une technique que je vous présente rapidement, qui est un peu différente, qu'on appelle la gestion du rayonnement solaire, et qui apparaît au niveau de la recherche et au niveau de propositions. C'est de diffuser des aérosols, une sorte de poussière dans la haute atmosphère, un peu comme les éruptions volcaniques, parce qu'on peut observer que les éruptions volcaniques, effectivement, diminuent la température moyenne de la Terre légèrement et qu'on pourrait tamiser en quelque sorte la lumière solaire. Alors, il y a deux gros problèmes par rapport à cela. C'est d'abord le côté irréversible, la difficulté, une fois qu'on l'a fait, à revenir en arrière, et aussi le fait de devoir remettre ce type de poussière si on le faisait parce qu'elle retombe. Donc, il faudrait en fait faire une espèce de conditionnement artificiel, encore une fois, de la planète si on allait dans ce sens. Et un autre grave problème, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qui se passerait au niveau des saisons, au niveau de la météo locale. On peut imaginer avec les modèles que la Terre refroidirait un petit peu
par rapport à une moyenne, mais qu'est-ce qui va se passer par rapport à la mousson, par rapport à telle ou telle saison? Ça, c'est quelque chose qui est difficile à prévoir et on craint vraiment de grosses difficultés par rapport à ça. Donc, ces techniques, il faut les surveiller, mais ça ne va pas nous sauver, en tout cas à court terme. Alors, tout ça se passe dans un monde global, mais avec de grosses inégalités, on le sait. Et j'ai parlé des trois gros blocs émetteurs, Chine, États-Unis et également Europe. Mais si on va de l'autre côté du spectre, les 50% de la population mondiale les plus pauvres émettent seulement 10% des gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, de l'autre côté, on dit souvent, enfin, un chiffre qui a beaucoup circulé, c'est que 10%, les plus riches, émettent 50% de ces émissions. Un habitant du Mali, où il y a encore très peu d'énergie fossile, et d'autres pays du même type, eh bien, c'est 100 fois moins qu'un Belge ou 200 fois moins qu'un habitant des États-Unis. Sur les impacts également, il y a des grosses inégalités avec largement plus de victimes dans les pays en développement et même en tenant compte des différences de population. Et enfin, et ça c'est quelque chose qui est apparu ces dernières années, au fur et à mesure que les politiques climatiques deviennent plus fortes, plus affirmées, il faut absolument tenir compte des inégalités à l'intérieur des pays, à l'intérieur des sociétés. Vous avez ici une petite photo qui nous rappelle l'épisode des Gilets jaunes. Et dans la littérature même internationale maintenant sur le climat, eh bien, ces gilets jaunes sont cités souvent comme un cas montrant que si on augmente le prix de l'énergie, puisqu'il y avait eu une réaction, je vous le rappelle, face à une hausse du prix du pétrole, de l'essence, du diesel, et pas d'ailleurs seulement dû aux taxes, ce qui était dû également au prix du marché, mais une hausse qui avait été ressentie comme une crainte très forte parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'alternatives pour toute une série de personnes. Et donc, il faut que les politiques climatiques fortes s'accompagnent absolument d'une prise en compte de ces inégalités, c'est-à-dire de redistribution, de solutions qui sont fournies, sinon elles n'avanceront pas. Bon, donc réduire les pollutions, éviter l'ingérable. S'adapter, c'est gérer l'inévitable. Il existe un rapport français qui n'est peut-être pas connu et je vous invite à en prendre connaissance. C'est un rapport de 2019 au Sénat dont les rapporteurs sont messieurs Ledantec et Roux. C'est un rapport très, très accessible avec toute une série de prévisions pour la France d'ici 2050, justement, avec cette même division du temps dont j'ai parlé. J'ai repris ces phrases. Les politiques d'adaptation souffrent encore d'un déficit persistant de reconnaissance et de légitimité. L'adaptation au changement climatique constitue pour notre pays, et on pourrait bien sûr le dire pour d'autres pays, un enjeu à la fois urgent et majeur qui va nécessiter une mobilisation soutenue durant plusieurs décennies. En Belgique, un rapport a été publié à l'automne passé, le rapport CECLIM, et il essaye de calculer les coûts économiques du changement climatique en Belgique, secteur par secteur. On a des pertes économiques, par exemple, pour des entreprises qui sont des multinationales et qui ont de la production qui se passe dans différents pays, touchés par des problèmes climatiques divers. Il existe aujourd'hui des bureaux d'études qui essayent de voir la vulnérabilité de ces entreprises aux impacts. C'est vraiment quelque chose qui existe déjà, qui est déjà en cours. Il y a évidemment aussi des impacts sur la santé, dû aux canicules. C'est un grave problème pour des personnes vulnérables. Et puis, des risques aussi liés aux migrations, à des conflits, et donc la question des droits de l'homme. Donc, on passe d'une question physique à des questions politiques et humaines. Bon, est-ce qu'on peut vraiment faire une division entre d'ici à 2040-2050 et après? Bien sûr que non. On peut, hélas, redouter qu'il puisse y avoir aussi des événements très graves avant 2040. Par exemple, récemment, il y a eu une simulation sur une canicule très forte en Inde qui pourrait se passer d'ici 10-20 ans dans une zone où il y a facilement beaucoup de population. Et voilà, là, c'est réellement quelque chose où l'adaptation peut jouer un rôle. Alors, pour être plus concret aussi, j'aime bien utiliser cet article, même s'il est sans doute un peu excessif dans ses estimations, mais c'est un article scientifique qui est paru en 2019 et qui estime que les climats des villes pourraient se déplacer d'environ 1000 km vers le nord en 2050. Et donc, on peut se dire qu'au niveau de les plantations des arbres,
toute une série de choses dans l'agriculture, mais aussi dans l'urbanisation, eh bien, il faut commencer à regarder vers le climat qui va être le nôtre dans les 20-30 prochaines années. C'est ça aussi l'adaptation, avec aussi des effets positifs pour le cas qui est souvent cité, c'est celui du vin qui remonte vers le nord. Il y a des effets sur le tourisme aussi. Il y a moins de maladies également en hiver pour les pays froids. Bon, alors, je ne vais pas parler, parce que pour des raisons de temps, je ne vais pas tellement parler de l'aspect individuel de l'action, parce que c'est souvent celui qui est mis en avant dans le sens d'une réduction de notre propre consommation, et on voit qu'elle est importante pour s'habituer à ce nouveau monde, pour donner des signaux, pour montrer aux politiques que c'est possible. Donc tout ça est important, mais c'est du côté des solutions structurelles en fait que peuvent venir des réponses à la hauteur de ces enjeux. Solutions technologiques, économiques. J'ai déjà plusieurs fois abordé ce point, mais la réforme des prix est absolument indispensable pour avoir une meilleure application du principe pollueur-payeur, donc avec une hausse du prix du carbone qui est dans les énergies fossiles. Mais il faut savoir que les prévisions nous montrent que l'énergie va coûter plus cher et qu'il va falloir tenir compte à ça. Il va falloir s'adapter aussi à cela. Mais il est évident, avec ce que je vous ai montré et avec énormément d'autres études, que ce coût-là sera moindre que celui du coût des impacts du changement climatique. Bon, et donc il y a effectivement des tas de mesures à prendre par rapport à cette hausse du prix de l'énergie. Ce n'est pas simple, mais c'est nécessaire. C'est une des mesures nécessaires pour aller vers ce qu'on a évoqué. Donc, une accélération politique qui se heurte évidemment à des résistances très nombreuses, qui sont analysées dans des rapports de chercheurs, donc on peut utiliser ces analyses aussi. Une expérimentation qui doit prendre plusieurs voies dans un climat qui est concurrentiel, et donc c'est difficile d'avancer parce qu'on a la compétition entre les États, entre les entreprises. Mais néanmoins, on peut imaginer qu'il y a des modes d'engagement qui peuvent favoriser ces changements. Alors, j'en distingue 5, c'est quelque chose justement que je développe un peu dans le livre, c'est le changement institutionnel, les solutions des entreprises, les mouvements de transition, mobilisation civique, les mobilisations radicales et également les changements de conscience. Avec ici quelques mots en noir sur le rapport positif, et en orange sur leurs limites. Changement institutionnel, on vient d'en parler, donc c'est du côté des politiques, mais on voit quand même la lenteur de ces changements. Les oppositions internes, en fait, vous avez le ministre de l'Environnement qui veut aller dans ce sens-là, ou du climat, et puis le ministre de l'Économie ou des entreprises qui va aller dans un sens différent. Il y a des limites à ce système-là. Il doit aussi avoir des impulsions de l'extérieur. Les entreprises ont l'avantage d'avoir une maîtrise technologique excellente et un dynamisme et une rapidité très, très forte. Le problème, un des problèmes, c'est le critère de la rentabilité maximale et à court terme qui détermine pour beaucoup, en fait, les actions de grandes entreprises. Et donc, là, il y a des collaborations à trouver, mais il y a aussi des régulations à mettre par rapport à ces évolutions. Les mouvements de transition, mobilisation civique, notamment les jeunes pour le climat, ont joué un rôle. J'aime bien expliquer à des jeunes, notamment, qui ont été dans les rues durant l'année 2019 ou fin 2018, pas que des jeunes d'ailleurs, que ça a eu un effet. Ça a eu un effet, ne serait-ce qu'au niveau européen. Si vous lisez la déclaration de Ursula von der Leyen au début de son mandat, avant l'été 2019, la déclaration commence par cela, par le fait que les jeunes dans les rues ont demandé ceci et cela. Alors après, c'est sûr qu'il y a des agendas politiques, mais il y a un objectif qui a été mis, il y a quelque chose qui s'est passé, et donc ces jeunes ont parfois l'impression que rien ne se passe parce que ça ne se passe pas du jour au lendemain, mais il y a réellement un effet. Maintenant, il faut monter en échelle et il ne faut certainement pas cantonner cela à des jeunes, ce serait à la fois injuste et inefficace.
Puis vous avez des mobilisations radicales, des militants qui veulent bloquer le système parce qu'ils sont tellement sensibles en fait à son côté mortifère, ils veulent sortir du capitalisme, ils veulent vraiment arrêter la machine. Je pense qu'on peut comprendre un certain nombre de ces revendications et de ces propositions. Le désavantage, c'est que évidemment, c'est clivant et ça va se limiter à des minorités. Et enfin, il y a les changements de conscience, aussi bien au niveau de la philosophie ou de la culture, on voit beaucoup d'artistes intéressés par ça, que par la religion, avec l'encyclique notamment du pape François. Alors, je vais terminer avec deux éléments. Un élément ou une petite comparaison sur des enseignements rapidement, en fait, de ce que peut-être le Covid nous a montré pour des personnes qui sont tout le temps intéressées par ces questions climatiques. Et puis, je terminerai tout à fait avec que peut nous amener 2021 et les années suivantes. Pour le Covid, j'ai mis deux cases. La case verte, qui serait plutôt positive, la case orange, ce sont des points plus faibles, plus à discuter ou des obstacles. Le premier, donc, c'est des mesures vigoureuses et rapides ont été possibles. C'est vraiment quelque chose qui était frappant pour ceux qui travaillent sur les politiques climatiques. Tant dans le cadre des politiques climatiques, les choses vont lentement. Vous avez par exemple des propositions pour augmenter la tarification du CO2 ou pour le billet d'avion, etc. Et là, du jour au lendemain, on arrête l'aviation, on arrête toutes sortes de choses. Alors, c'était assez inimaginable, je trouve, dans des sociétés comme les nôtres, très, très bureaucratiques, avec des décisions complexes. Ça a été fait. Mais ça a été fait avec évidemment des conséquences douloureuses. Et donc, on peut se demander quel pourrait être un soutien à des restrictions suite au Covid. On parle parfois des nouvelles années folles qui pourraient venir d'ici quelques mois. Donc, voilà, c'est mitigé. 2, la société a perçu de nouvelles vulnérabilités. On peut difficilement dire que voilà, le système était parfait. Il y a eu un reportage, par exemple, qui est passé sur Arte, sur la RTB, qui s'appelle Le grain de sable. C'est justement un peu la thèse de ce reportage et de dire que le Covid était relativement minime et les effets qu'il a eus montrent qu'il y a une fragilité dans la société. Bon, une adaptation peu maîtrisée a eu lieu par rapport à cette question du Covid. On travaille par essai-erreur. Donc, que pourrait-il se passer pour le climat? Il faut absolument apprendre très rapidement de ce qu'on voit déjà au niveau des impacts. Le rôle des scientifiques a été valorisé. Ça, c'est positif aussi, puisque c'est les scientifiques qui voient dans le futur, en quelque sorte, pour le climat. Mais, point faible, il y a bien sûr aussi de la confusion dans les informations, les théories du complot, qu'on voit encore d'ailleurs aujourd'hui, même sur le climat. Et point positif, les plans de relance incluent des objectifs verts, donc il y a de l'argent qui va aller vers ces investissements intéressants. Mais d'autre part, les États sont endettés et les inégalités ont augmenté. Un rapport du PNUD a montré, on ne se rend pas compte de ça, mais la pandémie de Covid-19 pourrait avoir fait basculer environ 100 millions d'individus dans l'extrême pauvreté en 2020. C'est énorme. Tandis que du côté de la bourse et du côté des personnes les plus riches, on a vu que le niveau de richesse était vite remonté. Donc, encore une fois, cette adaptation nécessite une attention à ces questions-là d'équité. En 2021, eh bien, le normal va continuer à changer. Ce qui est normal, les normes de température vont continuer à changer. Au fond, ce normal, il a continué à changer dans la modernité. Les villes, les machines, etc. Tout ça a continué à changer. Mais ce qui est nouveau, c'est que le climat lui-même se modifie et avec toute une série d'effets. Il va y avoir la COP26 qui a été reportée depuis, qui devait se tenir fin 2020. Bon, avec le nouveau gouvernement américain, on peut se dire qu'elle est sur de meilleurs auspices que si elle s'était tenue l'année passée. Il y a une mobilisation par rapport à ça.
La priorité doit porter sur les systèmes énergétiques. Il y a des aspects positifs dans ces dynamiques, les jeunes pour le climat, percolation de ce thème dans différents milieux et professions. On observe beaucoup de demandes, on reçoit beaucoup de demandes, ceux qui travaillent sur ces sujets, de différents milieux, de différentes professions, pour prendre en compte cela. Il y a aussi des co-bénéfices à ces actions pro-climat, disons. C'est la baisse de la pollution de l'air, c'est des emplois, et c'est aussi d'affronter l'avenir en essayant de prendre cet avenir à bras-le-corps plutôt que d'avoir ce spectre d'un effondrement qui mine assez bien le moral des jeunes et pas seulement des jeunes, en essayant d'être plus clair sur les adaptations et sur les réductions et les possibilités des réductions. En tout cas, c'est ça que j'ai essayé de faire. Merci. Je vais arrêter de partager mon écran. Merci beaucoup, Monsieur Zakai. On a reçu une pluie, une tempête de questions pour vous. Évidemment, ça va être assez costaud d'en faire le résumé ici, d'autant que j'ai une première question qui me brûle les lèvres et qui est la question qui traverse finalement tout votre ouvrage et encore est ici à l'honneur dans la présentation que vous venez de nous faire. 2 degrés, ce fameux objectif que vous avez tenu comme un fil rouge hein, nécessaire à votre approche qui est terriblement transversale, on l'aura compris. Pourquoi finalement ériger un tel objectif des 2 degrés quand on sait finalement pertinemment qu'on ne sera certainement pas en mesure de l'atteindre? Vous pouvez nous le dire aujourd'hui, vous qui avez travaillé de long en large sur le sujet, quel est d'après vous l'objectif derrière l'objectif? Bien, c'est un objectif qui apparaît dans des rapports scientifiques depuis longtemps. Hein. Je ne suis pas climatologue, donc je ne connais pas assez bien le détail de ça, mais c'est en tout cas un objectif qui, je pense, semblait tenable il y a 10 ans ou 15 ans. En tout cas, c'est ma lecture. On voyait beaucoup de scénarios de diminution des émissions qui devaient se faire rapidement. Hein. La Chine n'était pas du tout à ce niveau-là, par exemple. Donc, cet objectif semblait tenable. Et voilà, donc on l'a gardé et certains ont été étonnés d'avoir même un objectif encore plus ambitieux qui a été introduit à l'accord de Paris. Et donc, je dois dire que moi, j'ai été frappé du décalage, en fait. En effet, quand on lit les projections et quand on entend les objectifs, il y a un décalage. Et je suis curieux de voir ce qui va se passer, en fait. Hein. Donc, voilà, c'est sûr. Vous mettez le doigt sur une question importante. Alors d'autres questions, toujours à propos de ce fameux objectif tel qu'il a été acté à l'occasion de l'accord de Paris. Un participant anonyme nous demande, en tout cas se demande, dans quelle mesure nous pouvons atteindre cet objectif si nous gardons comme indicateur économique principal le PIB. Est-ce qu'il faudrait justement imaginer pouvoir changer cet indicateur? Et à ce propos, un autre participant propose de s'arrêter lui aussi sur le lien qui existe entre les courbes d'émissions de gaz à effet de serre et le PIB. Voilà, est-ce qu'on peut imaginer rester dans le même schéma du PIB tel qu'il existe aujourd'hui sans envisager une économie moins polluante? Qu'est-ce que vous répondez à ceci? Mais par rapport aux 2 degrés dans la première question, je pense qu'il est important, même si le livre s'appelle comme ça, il ne faut pas fétichiser un objectif. Vous savez, il y a un militant qui disait, si on rate son arrêt de bus, il faut descendre au suivant. Il ne faut pas attendre que le bus aille très loin. Donc, je veux dire, j'en suis arrivé à penser qu'il faut absolument faire toutes ces actions. Et puis, on va voir jusqu'où on arrive. Il faut savoir qu'on est loin du but, mais il faut avancer. Alors, l'économie, en effet, il y a des contradictions. Pour certains, elles sont intenables et les énergies fossiles sont le soutien de l'économie. Pour d'autres, elles sont moins intenables et on a également une création de valeur de façon immatérielle par des services, par toutes sortes de l'art ou d'autres éléments qui nécessitent peut-être pas autant d'énergie. Donc ça, ce sont des discussions. Mais
on peut voir en effet que pour différentes raisons, ce critère de croissance n'est certainement pas le seul à prendre en compte. C'est-à-dire que la croissance s'est accompagnée d'inégalités, j'ai beaucoup parlé d'inégalités, elle s'est accompagnée d'un accroissement de la pollution. Donc, elle a apporté certaines choses, bien sûr, hein, aussi, mais beaucoup de gens maintenant travaillent sur d'autres indicateurs plus complexes, plus vastes et plus adaptés justement à nos sociétés. Alors, je m'excuse vraiment à l'avance auprès de tous les participants qui sont encore avec nous et qui ont posé tellement de questions qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres et que nous n'aurons pas le temps de toutes aborder. J'en ai encore sélectionné quelques-unes. Jérôme Noël qui nous dit les données de l'équation que vous posez montrent que l'ambition climatique de l'Union européenne, à considérer que celle-ci arrive à atteindre ces fameux objectifs, n'aura pas un impact décisif global sur le climat. Alors, quelles seraient selon vous les solutions pour que d'autres puissances, d'autres blocs rejoignent l'Union européenne dans le train de la transition dont vous nous avez parlé? Est-ce que vous croyez en une sorte de diplomatie climatique européenne? Et quel serait selon vous le mécanisme d'ajustement carbone qui sera proposé par la Commission européenne cette année? Est-ce que ça constitue une solution? Ça fait beaucoup de questions. C'est énorme. Et donc, pour ce qui est de l'Europe, en effet, si tous les pays qui ne sont pas la Chine disent toujours qu'ils ne doivent pas agir parce qu'ils sont moins polluants, ce n'est pas ça que le participant a dit, hein, mais c'est parfois ce qu'on entend de la part de petits pays, on n'avancera pas. Hein. Donc, c'est important que l'Europe prenne sa part, d'autant plus qu'il y a des émissions historiques aussi et qu'elle est leader sur certaines technologies et que donc les voies qu'elle montre ont une influence aussi par rapport au modèle, hein, aussi sur le rôle de la croissance ou pas, et ce genre de choses. Hein. Alors après, évidemment, il y a une diplomatie géopolitique qui est très importante. Il faut savoir que l'accord de Paris, on sait maintenant qu'il a été bâti en partie avec ces deux piliers d'un accord qui avait été fait entre Obama et Xi Jinping autour d'un engagement de la Chine et des États-Unis, hein, puisqu'il y a évidemment une compétition énorme entre ces blocs. Hein. Donc, l'Europe, la Chine et les États-Unis, bon, alors il y a aussi l'Inde, la Russie, il y a d'autres blocs, mais ce sont des jeux qui se font et il faut savoir que, par exemple, la Chine, elle est impactée par le changement climatique, hein, elle souffre de ça, et d'autre part, elle est le premier producteur d'énergie renouvelable. Donc, ce n'est pas que pour les beaux yeux de l'Europe, entre guillemets, hein, c'est aussi l'intérêt, je dirais, de beaucoup de pays d'avancer dans ce sens. Alors, le mécanisme aux frontières, je vois très bien ce que le participant veut dire, c'est-à-dire que si on augmente le prix de l'énergie seulement dans un endroit, en Europe par exemple, il y aura un problème de concurrence avec ce qui se passe à l'extérieur. Donc, il faut mettre une frontière. Elle est un mur, enfin quelque chose qui permet d'avoir des taxes douanières. On ne peut pas ici rentrer dans les détails, et surtout qu'ils sont encore en discussion, mais cela est prévu, hein, c'est dans le Green Deal, c'est annoncé. Alors là aussi, hein, je vais faire preuve d'un certain esprit de synthèse. On a une question qui concerne ici les conventions citoyennes pour le climat, Oui. Notamment celle qui a été effectuée en France. Est-ce que vous pensez que ce genre de convention, de forum, de conférence, on en entend beaucoup parler ces temps-ci, est-ce que vous pensez que ça pourra accélérer la transition et la révolution énergétique? Oui, je pense que c'est un rôle positif parce que dans la conférence citoyenne, les citoyens venaient de différents horizons. Et donc, ça permet de s'approprier cet enjeu en dehors d'un petit groupe, en fait, et de poser des questions concrètes. Donc, tout ça est très, très bien. Maintenant, ça bute toujours sur ce décalage des objectifs très, très élevés, vous voyez. Donc, si on avait le temps, si c'était moins ambitieux, je crois que ce sera encore plus fructueux parce qu'en fait, ces conférences citoyennes permettent de donner toute une série de pistes. Le problème, c'est qu'après, il y a une certaine rancœur parce que ces pistes n'arrivent pas au total. Au fond, c'est un petit peu la même situation que le gap que je vous ai montré au niveau des pays. Hein. Donc, on retrouve ça.
Mais de nouveau, je crois qu'il faut accepter qu'il faut avancer comme ça, en fait. Et cette partie de la popularisation dans des groupes différents me semble très importante, oui. Je pense que c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. J'ai juste envie de rappeler, une jolie formule qui est la vôtre. Atténuer, c'est éviter l'ingérable et s'adapter, c'est gérer l'inévitable. Je pense que voilà, on peut encore, y penser, la garder en tête, pour un moment. Merci à vous, Edwin Zakaï. Merci, à vous toutes et à vous tous d'avoir été, si nombreux à vous connecter, peut-être si nombreux à consulter encore l'enregistrement de cette conférence. Merci pour toutes vos questions aussi. On a clairement pas eu le temps de revenir sur l'ensemble de ces questions. Il y en a vraiment énormément. Ça nous montre encore une fois à quel point voilà, le sujet est infini. Avant de se quitter, je vous propose de prendre rendez-vous le 5 mai prochain à 18 h pour une nouvelle web rencontre consacrée cette fois à l'habitabilité de Mars et ailleurs. Monsieur Didier Vivier vous en parlait en début de conférence. Un sujet tout à fait passionnant qui sera raconté par la professeure, chercheuse, mathématicienne et astrophysicienne Véronique Dehan, qui nous parlera entre autres des premiers résultats de la mission InSight, une mission d'exploration de la planète Mars, qui nous a d'ailleurs fait entendre pour la première fois il y a quelques jours seulement le vent martien. Voilà qui promet. Merci encore, Monsieur Zakaï. Merci à Monsieur Didier Vivier. Merci à Marc Clairbois, à l'Académie royale de Belgique et à la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris. Merci à vous toutes et à vous tous. Et au 5 mars alors. Au 5 mai, pardon. Au revoir. Merci beaucoup, Flora Six aussi. Merci. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Au revoir.